L'Angleterre s'apprête à vivre son rêve. Une Coupe du Monde à domicile, des millions de regards braqués sur Wembley et une nation entière qui retient son souffle. Mais cette compétition cache bien plus qu'un simple tournoi, un vol légendaire, des polémiques arbitrales qui divisent encore aujourd'hui et un match final gravé dans le marbre de l'histoire. Bienvenue sur Football Archive, où le passé reprend vie. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de cette saga extraordinaire. Chapitre 1. Le vol du siècle et les préparatifs d'une coupe historique. Nous sommes en mars 1966. Londres respire le football. L'Angleterre, berceau de ce sport roi, s'apprête à accueillir la 8e édition de la Coupe du Monde. C'est un honneur immense, une responsabilité colossale. Mais personne n'imaginait que quelques mois avant le coup d'envoi, un événement rocambolesque allait secouer le monde entier et transformer cette compétition en un véritable thriller. Le 20 mars 1966, à Westminster, le trophée Jules Rimet est exposé dans le cadre d'une exposition philatélique. Oui, vous avez bien entendu. Le trophée le plus convoité du football mondial est exposé au milieu de timbres. La sécurité semble adéquate, avec des gardiens et des vitres renforcées. Mais le dimanche matin, catastrophe absolue, le trophée a disparu, volatilisé, envolé dans la nature. L'Angleterre entre alors dans un état de panique nationale. Imaginez le scandale. Le pays hôte perd le trophée de la Coupe du Monde quelques mois avant le tournoi. La presse britannique hurle au désastre. Scotland Yard mobilise des centaines d'agents. Les théories les plus folles circulent. S'agit-il d'un coup monté par des bookmakers, d'une vengeance politique, d'un acte de sabotage international? Les jours passent, l'angoisse monte. Les autorités reçoivent une demande de rançon de 15 000 livres sterling, une somme astronomique pour l'époque. Un homme est arrêté lors d'une tentative de récupération de la rançon, mais le trophée reste introuvable. L'Angleterre est au bord de la crise diplomatique. Comment organiser une Coupe du Monde sans son trophée emblématique? Et puis, le miracle se produit. Le 27 mars 1966, exactement une semaine après le vol, un chien du nom de Pickles change l'histoire. Ce collet noir et blanc se promène avec son maître David Corbett dans un jardin du sud de Londres, à Beulah Hill. Pickles renifle quelque chose sous une haie, gratte le sol et sort un paquet enveloppé dans du papier journal. David Corbett déchire le papier et n'en croit pas ses yeux. C'est le trophée Jules Rimet. Le chien devient instantanément une légende nationale. Pickles reçoit des médailles, des invitations à des galas et même un rôle dans un film. On lui sert un steak tous les jours pendant un an. David Corbett empoche une récompense de 6 000 livres. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le voleur ne sera jamais vraiment identifié avec certitude. Certains pensent qu'il s'agissait d'un homme arrêté plus tard pour d'autres délits, d'autres parlent d'un coup d'amateur qui a mal tourné. Ce qui est sûr, c'est que cette affaire a donné à la Coupe du Monde 1966 une aura mystérieuse avant même son commencement. Maintenant que le trophée est récupéré, l'Angleterre peut respirer et se concentrer sur l'organisation. Et quelle organisation? C'est la première Coupe du Monde vraiment moderne. La FIFA a introduit une mascotte officielle, Willy, un petit lion habillé aux couleurs de l'Union Jack. C'est la première fois qu'une mascotte est utilisée dans une compétition internationale. Willy devient l'icône de ce tournoi, imprimé sur des milliers de produits dérivés. La télévision joue également un rôle révolutionnaire. Pour la première fois, la Coupe du Monde sera diffusée en direct dans le monde entier via satellite. Des millions de téléspectateurs, de Tokyo à Buenos Aires, pourront suivre les matchs en temps réel. C'est une révolution médiatique. Le football devient vraiment un sport planétaire. Les stades sont prêts. Wembley, le temple du football anglais, sera le théâtre de la finale. Mais aussi Old Trafford à Manchester, Goodison Park à Liverpool, Villa Park à Birmingham, Hillsborough à Sheffield, Roker Park à Sunderland, Ayresome Park à Middlesbrough et White City à Londres. 8 villes, 8 stades, une seule passion. Les équipes qualifiées arrivent progressivement. 16 nations ont réussi à se frayer un chemin à travers les éliminatoires impitoyables.
Le Brésil de Pelé arrive en champion du monde en titre avec l'objectif de remporter un 3e titre consécutif du jamais vu dans l'histoire. Pelé, à seulement 25 ans, est déjà considéré comme le plus grand joueur de tous les temps. Ses partenaires Garrincha, bien que vieillissants, et Jairzinho forment une attaque de feu. L'Italie arrive avec ses stars, Gianni Rivera, le meneur de jeu élégant de l'AC Milan, et Sandro Mazzola de l'Inter. Mais l'équipe italienne est déchirée par des tensions internes entre les joueurs nordistes et sudistes, une division qui va lui coûter cher. L'Allemagne de l'Ouest, toujours redoutable, présente une équipe solide avec Franz Beckenbauer, un jeune défenseur de 20 ans qui commence à faire parler de lui, Uwe Seeler en attaque et Helmut Haller. Les Allemands sont pragmatiques, organisés et terriblement efficaces. L'Argentine débarque avec des joueurs techniques comme Luis Artim et Hermindo Onega. Mais leur style de jeu agressif va créer des controverses qui marqueront le tournoi. Le Portugal arrive en outsider, mais possède un joyau, Eusébio. Ce Mozambicain naturalisé portugais évolue au Benfica Lisbonne et est considéré comme l'un des meilleurs attaquants du monde. Rapide, puissant, avec une frappe dévastatrice, Eusébio sera la révélation de cette Coupe du Monde. La Corée du Nord, elle, représente l'une des plus grandes surprises des qualifications. Cette petite nation communiste, complètement fermée au monde, a éliminé l'Australie pour se qualifier. Personne ne les connaît, personne ne les prend au sérieux. Grave erreur. Et puis, il y a l'Angleterre, le pays hôte, l'inventeur du football, la nation qui n'a jamais remporté sa propre compétition. Bobby Moore, le capitaine, est un défenseur élégant et intelligent. Bobby Charlton, milieu offensif au tir surpuissant, est l'âme de cette équipe. Son frère Jack Charlton forme une défense robuste. Et en attaque, Geoff Hurst et Roger Hunt sont prêts à écrire leur nom dans l'histoire. Le sélectionneur Alf Ramsey a une idée révolutionnaire. Il abandonne les ailiers traditionnels et met en place un système 4-4-2 compact, privilégiant le travail collectif et la discipline tactique. C'est une approche moderne, presque scientifique du football. Les puristes crient au scandale, parlant d'un football sans âme. Mais Ramsey ne flanche pas. Il a un plan. La pression sur l'Angleterre est immense. La presse britannique ne parle que de ça. Les fans attendent ce moment depuis 1930, date de la première Coupe du Monde. 36 ans d'attente, 36 ans de frustration. L'Angleterre, qui a refusé de participer aux 3 premières éditions par orgueil, qui a subi des humiliations lors des tournois suivants, a maintenant l'occasion de se racheter devant son public. Les bookmakers donnent l'Angleterre favorite, suivie du Brésil et de l'Allemagne. Mais dans le football, les favoris ne gagnent pas toujours. Et cette Coupe du Monde 1966 réserve des surprises absolument incroyables. Le climat est tendu. La guerre froide bat son plein. La Corée du Nord représente le bloc communiste face aux nations occidentales. Le Brésil, avec son football samba joyeux, contraste avec le pragmatisme européen. Les styles de jeu s'affrontent, les cultures se heurtent. Le 11 juillet 1966, le coup d'envoi de la compétition est donné. Wembley est bondé. La reine Élisabeth II est présente dans les tribunes. L'Angleterre affronte l'Uruguay pour le match d'ouverture. L'excitation est à son comble. Les hymnes retentissent. Les joueurs entrent sur le terrain. L'histoire est en marche. Le match d'ouverture se termine sur un décevant 0-0-0. L'Angleterre, paralysée par la pression, ne parvient pas à battre une défense uruguayenne hermétique. Les sifflets retentissent à Wembley. La presse est impitoyable. Est-ce vraiment l'équipe qui va gagner la Coupe du Monde ? Demandent les journaux le lendemain. Alf Ramsey reste imperturbable. Nous allons gagner cette Coupe du Monde, déclare-t-il froidement. Les autres groupes démarrent également. Et très vite, le premier choc se produit. Le Brésil, champion en titre, affronte la Bulgarie. Pelé ouvre le score avec un magnifique but en première mi-temps. Le Brésil mène 2-0 et semble en contrôle. Mais les Bulgares reviennent au score et le match se termine 2-0 pour le Brésil. Victoire, mais inquiétude. Pelé est malmené par les défenseurs bulgares qui ne font pas de cadeaux.
Puis vient le match qui va choquer le monde entier, Brésil contre Portugal à Goodison Park. Les Portugais ont décidé d'une stratégie simple et brutale. Arrêter Pelé par tous les moyens. Dès les premières minutes, Pelé est victime de tacles assassins. L'arbitre anglais ne siffle presque rien. Les coups pleuvent. João Moret, le défenseur portugais, fracasse littéralement Pelé avec un tacle par derrière qui le laisse au sol, blessé. Pelé tente de continuer, boitant, mais c'est impossible. Le Brésil perd 3-1. Pelé sort du terrain en larmes, sa Coupe du Monde est terminée. Ils ont tué le football, dira-t-il plus tard. Ce match révèle un problème majeur de cette Coupe du Monde. L'arbitrage est catastrophique. Les défenseurs peuvent commettre des fautes violentes sans être sanctionnés. Le jeu devient de plus en plus brutal. La FIFA s'inquiète, mais il est trop tard pour changer les choses en cours de compétition. Le Brésil, privé de Pelé et démoralisé, est éliminé dès le premier tour. Le champion en titre rentre à la maison humilié. C'est un séisme dans le monde du football. Comment la meilleure équipe du monde a-t-elle pu tomber aussi bas? Mais pendant que le Brésil pleure, une équipe fait sensation. La Corée du Nord. Ces mystérieux joueurs communistes, que tout le monde sous-estimait, créent l'exploit du tournoi. Ils battent l'Italie 1-0 à Middlesbrough. C'est l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la Coupe du Monde. Pak Do-ik marque le but qui envoie l'Italie à la maison. En Italie, c'est la catastrophe nationale. L'équipe, à son retour, est accueillie par des jets de tomates pourries à l'aéroport. Le sélectionneur Edmondo Fabri est limogé immédiatement. Les Nord-Coréens deviennent les chouchous du public anglais à Middlesbrough. Ces ouvriers de la ville du nord de l'Angleterre s'identifient à cette petite équipe de travailleurs communistes. Des milliers de fans scandent « Corée, Corée » dans les rues. C'est un moment surréaliste et magnifique. Pendant ce temps, l'Angleterre commence à trouver son rythme. Après le décevant nul contre l'Uruguay, les Three Lions battent le Mexique 2-0, puis la France 2-0. Le système de Ramsey commence à fonctionner. Bobby Charlton brille, Roger Hunt marque des buts importants. L'Angleterre se qualifie pour les quarts de finale comme leader de son groupe. Le Portugal d'Eusebio, lui, impressionne tout le monde. Eusebio marque but sur but. Sa vitesse, sa puissance et son tir font des ravages. L'Allemagne de l'Ouest avance méthodiquement. Beckenbauer gagne en confiance à chaque match. Les Allemands éliminent l'Uruguay 4-0 en quart de finale dans un match où 2 Uruguayens sont expulsés pour violence. Le football devient de plus en plus rugueux. Le match Angleterre-Argentine en quart de finale est l'apogée de cette brutalité. Les Argentins pratiquent un jeu extrêmement agressif. Antonio Ratin, le capitaine argentin, conteste chaque décision de l'arbitre allemand Rudolf Kreitlein. Après une énième protestation, Kreitlein expulse Ratin, mais Ratin refuse de quitter le terrain. Il reste là, debout, bras croisés, défiant l'arbitre pendant près de 10 minutes. Des policiers doivent intervenir pour l'escorter hors du terrain. Les Argentins, réduits à 10, résistent héroïquement, mais Geoff Hurst marque le but de la victoire à 13 minutes de la fin. 1-0. L'Angleterre est en demi-finale. Après le match, Ratin refuse de sortir par le tunnel principal et emprunte la sortie réservée à la famille royale. Le scandale est énorme. Alf Ramsey, furieux, interdit à ses joueurs d'échanger leurs maillots avec les Argentins, les traitant d'animaux. Les tensions diplomatiques entre l'Angleterre et l'Argentine naissent à ce moment précis et persisteront pendant des décennies. Les demi-finales sont programmées. Angleterre contre Portugal à Wembley, Allemagne contre Union soviétique à Goodison Park. Le rêve d'une finale Angleterre-Allemagne se profile, mais rien n'est garanti. Le 26 juillet, l'Allemagne affronte les Soviétiques. Le match est serré, intense, tactique. Beckenbauer démontre toute sa classe. L'Allemagne gagne 2-1 et file en finale. Les Soviétiques, pourtant excellents, rentrent bredouilles. Le lendemain, le 27 juillet, Wembley retient son souffle pour la demi-finale Angleterre-Portugal. Eusebio, la star portugaise, est au sommet de sa forme. Il a marqué 7 buts dans le tournoi. L'Angleterre sait que l'arrêté sera la clé du match. Nobby Stiles, le milieu défensif anglais au sourire édenté, est chargé de marquer Eusebio à la culotte. Le match démarre sur un rythme élevé.
Les deux équipes se rendent coup pour coup. Puis, à la 30e minute, Bobby Charlton, depuis l'extérieur de la surface, décoche une frappe puissante qui termine au fond des filets. 1-0 pour l'Angleterre. Wembley explose de joie. 10 minutes plus tard, nouveau coup de canon de Charlton. 2-0. C'est son match, son moment de gloire absolue. Le Portugal tente de revenir. Eusebio multiplie les efforts, mais Styles et la défense anglaise tiennent bon. À 10 minutes de la fin, penalty pour le Portugal. Eusebio se présente face à Gordon Banks, le gardien anglais. Il tire, puissant. Banks plonge, touche le ballon, mais ne peut l'empêcher d'entrer. 2-1. L'espoir renaît pour les Portugais. Mais le temps manque. Le coup de sifflet final retentit. L'Angleterre est en finale. Le rêve est vivant. Eusebio, en larmes, quitte le terrain. Il a tout donné, mais ce ne sera pas suffisant. Les Anglais célèbrent, mais restent concentrés. Le plus difficile reste à venir. Battre l'Allemagne de l'Ouest en finale. La scène est plantée pour l'un des matchs les plus mythiques et controversés de l'histoire du football. L'Angleterre contre l'Allemagne, à Wembley, devant leur public, pour le titre mondial. Le samedi 30 juillet 1966 entrera dans la légende. Mais avant d'arriver à ce match historique, comprenons bien l'ampleur du défi. Si cette plongée dans les coulisses de la Coupe du Monde 1966 vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner à Football Archive et de liker cette vidéo. Le chapitre 2 vous réserve encore plus de rebondissements incroyables avec la finale la plus controversée de tous les temps. Chapitre 2. La finale. La plus controversée de l'histoire. 30 juillet 1966. Londres se réveille sous un ciel gris typiquement britannique. Mais rien ne peut entamer l'euphorie qui règne dans tout le pays. Ce samedi après-midi, à 15h précises, l'Angleterre affrontera l'Allemagne de l'Ouest en finale de la Coupe du Monde. À domicile, à Wembley. Devant 96 924 spectateurs et des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est le moment que chaque Anglais attendait depuis des décennies. Les rues de Londres sont désertes. Tout le monde est devant sa télévision ou se presse vers Wembley. Les pubs sont bondés dès le matin. Les drapeaux de l'Union Jack flottent à chaque fenêtre. L'atmosphère est électrique, presque irrespirable. La pression est monumentale. Si l'Angleterre perd aujourd'hui, sur son propre sol, devant son public, ce sera une humiliation nationale dont le pays ne se remettra jamais. Dans le vestiaire anglais, Alf Ramsey reste d'un calme olympien. Il observe ses joueurs, un par un. Bobby Moore, le capitaine, est serein comme toujours. Ce défenseur de West Ham, à seulement 25 ans, incarne l'élégance et le leadership. Bobby Charlton, le génie créatif de l'équipe, est concentré, visualisant déjà ses courses et ses tirs. Son frère Jack Charlton, le colosse de Leeds United, est prêt à en découdre physiquement. Geoff Hurst, l'attaquant de West Ham, ne sait pas encore qu'il va vivre le plus grand match de sa vie. Gordon Banks, le gardien de Leicester, vérifie ses gants une dernière fois. Ramsey prend la parole. « Messieurs, vous êtes à 90 minutes de devenir immortels. Peu importe ce qui se passe là-bas, restez fidèles au plan. Jouez comme nous l'avons fait depuis des mois, avec discipline, avec intelligence, avec cœur. L'Allemagne est forte, mais nous sommes chez nous. C'est notre moment. » Dans le vestiaire allemand, l'ambiance est différente. Helmut Schön, le sélectionneur, sait que son équipe part légèrement outsider. Mais il connaît la force mentale de ses joueurs. Franz Beckenbauer, malgré ses 20 ans, est déjà un leader sur le terrain. Uwe Seeler, le capitaine, est un guerrier. Helmut Haller et Siegfried Held forment une attaque redoutable. Wolfgang Weber en défense est solide comme un roc. Hans Stilkowski dans les buts est expérimenté. Schön leur dit « Les Anglais vont avoir 96 000 supporters derrière eux. Mais n'oubliez jamais, sur le terrain, nous sommes 11 contre 11. Rien d'autre ne compte. Jouons notre football, restons disciplinés et nous pouvons gagner. » 15 heures. Les deux équipes pénètrent sur la pelouse de Wembley. Le rugissement du public est assourdissant. Les hymnes nationaux retentissent. God Save the Queen pour l'Angleterre, suivi de l'hymne allemand.
La tension est palpable. Les joueurs se saluent. Bobby Moore et Uwe Seeler échangent une poignée de main. Le respect règne, mais chacun sait que dans quelques secondes, ce sera la guerre. L'arbitre suisse Gottfried Dienst donne le coup d'envoi. Le match commence. Dès les premières minutes, les Allemands montrent qu'ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Ils pressent haut, harcèlent les défenseurs anglais. Le jeu est rapide, intense, haché de fautes. À la 13e minute, catastrophe pour l'Angleterre. Une action confuse dans la surface anglaise. Le ballon est mal dégagé et arrive sur Helmut Haller à l'entrée de la surface. Il contrôle, ajuste son tir et frappe du gauche. Le ballon file dans le coin droit du but de Gordon Banks. 1-0 pour l'Allemagne. Wembley est sous le choc. Le silence s'abat sur le stade. Les joueurs anglais sont sonnés. Comment est-ce possible? Déjà menés, chez eux, Ramsey, sur le banc, ne montre aucune émotion. Il reste debout, impassible. Il sait que son équipe a les ressources pour revenir. Sur le terrain, Bobby Moore rassemble ses coéquipiers. On se calme. On reste dans le plan. On a 77 minutes pour renverser ça. L'Angleterre commence à pousser. Bobby Charlton multiplie les appels de balles. Martin Peters et Alan Ball, les milieux, harcèlent les Allemands. Les corners s'enchaînent. À la 18e minute, corner pour l'Angleterre. Bobby Moore, avec son calme habituel, pose le ballon. Il lève la tête, repère Geoff Hurst dans la surface. Il botte le corner vers l'entrée de la surface. Hurst monte au duel, gagne son face-à-face aérien et place une tête puissante qui file au fond des filets. 1-1. Wembley explose. Les joueurs anglais se jettent dans les bras de Hurst. L'égalisation. 5 minutes après avoir encaissé, l'Angleterre est revenue au score. Le match s'équilibre. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Beckenbauer tente de construire le jeu allemand avec sa qualité technique. Bobby Charlton répond par des accélérations dévastatrices. Le duel entre ces deux génies du football est fascinant. À chaque passe, à chaque course, ils essaient de prendre l'ascendant sur l'autre. Les occasions se multiplient. Banks réalise un arrêt important sur un tir de Seeler. À l'autre bout, Hurst bute sur Tilkowski. Le match est d'une intensité folle, physique, tactique, mentale. C'est une guerre d'usure. La mi-temps arrive sur le score de 1-1. Dans les vestiaires, Ramsey reste confiant. Vous les avez au niveau physique, ils commencent à fatiguer. Continuez à presser, continuez à courir, le but va venir. En face, Sean demande à ses joueurs de tenir bon et d'être plus attentifs sur les coups de pied arrêtés. La deuxième mi-temps démarre sur le même rythme. Les deux équipes se neutralisent. Les minutes défilent. 50 minutes, 60 minutes, 70 minutes, toujours 1-1. La tension monte dans le stade. Les supporters anglais commencent à craindre le pire. Et si ça ne passait pas? Et si ce n'était pas leur jour? 78e minute. Action anglaise. Alan Ball, ce petit milieu de terrain roux et infatigable, récupère le ballon sur le côté droit. Il déborde son adversaire, centre vers l'arrière de la surface. Le ballon est mal repoussé par la défense allemande. Martin Peters, arrivé dans le dos de la défense, surgit et pousse le ballon au fond. But! 2-1 pour l'Angleterre. Wembley devient fou. Les joueurs anglais sautent de joie. Peters est submergé par ses coéquipiers. Plus que 12 minutes à tenir et l'Angleterre sera championne du monde. Ramsey, sur le banc, esquisse enfin un sourire. Il lève le poing. Ses adjoints le congratulent. C'est presque fini. Presque. Sur le terrain, Bobby Moore crie à ses coéquipiers « Concentration, ce n'est pas terminé !» Les Allemands, dos au mur, se lancent à l'assaut. Ils n'ont plus rien à perdre. Sean fait entrer des attaquants. L'Allemagne bombarde la surface anglaise. Corner après corner, coup franc après coup franc. Les Anglais défendent désespérément. Banks multiplie les sorties aériennes. Jack Charlton gagne tous ses duels. Le chronomètre défile. 80-25 minutes, 87 minutes, 80-29 minutes, 90e minute. Coup franc pour l'Allemagne à 30 mètres du but anglais. Dernière chance. Lothar Emmerich se place devant le ballon. Il frappe fort. Le ballon traverse une forêt de jambes, rebondit dans la surface. Wolfgang Weber, le défenseur allemand monté à l'attaque, surgit et pousse le ballon au fond.
2-2. Égalisation allemande à la dernière seconde. C'est le drame absolu pour l'Angleterre. Les joueurs anglais s'effondrent sur la pelouse, incrédules. Comment est-ce possible? À 30 secondes de la gloire, tout s'écroule. Les Allemands célèbrent comme s'ils avaient déjà gagné. Wembley est sous le choc. On entend les mouches voler, le cauchemar. Le coup de sifflet final retentit. 2-2, prolongation. 30 minutes supplémentaires pour départager les deux équipes. Les joueurs anglais sont épuisés, physiquement et mentalement. Certains sont au bord des larmes. Ils étaient si proches. Ramsey entre sur le terrain pendant la courte pause. Il rassemble ses joueurs. Ce qu'il va leur dire maintenant est entré dans la légende du football anglais. Il les regarde droit dans les yeux et déclare « You've won it once. Now you'll have to win it again. » Vous l'avez gagné une fois. Maintenant, vous devrez le gagner à nouveau. Puis il ajoute « Look at them. They're finished. You're not. In the next 30 minutes, you'll be world champions. » Ces mots galvanisent les Anglais. Ramsey a raison. Les Allemands sont exténués. Ils ont tout donné pour revenir au score. L'Angleterre, mieux préparée physiquement, a encore des ressources. Bobby Moore transmet le message « On y retourne, on finit le travail ». Les prolongations démarrent. L'Angleterre prend immédiatement le contrôle. Alan Ball, malgré 100 minutes de course dans les jambes, continue à presser, à harceler, à accélérer. C'est surhumain. Les Allemands reculent. Ils ne peuvent plus suivre le rythme. 98e minute. L'action qui va changer l'histoire du football. Alan Ball récupère le ballon sur la droite. Il déborde, encore et toujours. Il centre vers Geoff Hurst dans la surface. Hurst contrôle de la poitrine, se retourne et frappe en pivot de toute sa puissance. Le ballon percute la barre transversale avec un bruit sourd. Il retombe sur la ligne, derrière la ligne, personne ne sait. Hurst lève les bras, sûr d'avoir marqué. Les défenseurs allemands protestent violemment. L'arbitre Dienst est incertain. Il se tourne vers son juge de ligne soviétique, Tofik Bahramov. Très long moment de suspens. Bahramov hoche la tête. Il pointe le centre du terrain. But. 3-2 pour l'Angleterre. C'est l'explosion à Wembley. Les Anglais célèbrent comme des fous. Mais sur le terrain, les Allemands sont en rage. Ils entourent l'arbitre, gesticulant, criant que le ballon n'a pas franchi la ligne. Les images télévisées seront visionnées des millions de fois. Même aujourd'hui, 59 ans plus tard, le débat fait rage. Le ballon a-t-il franchi la ligne? Les analyses modernes, avec la technologie Goal Line, ont démontré que le ballon n'était probablement pas entré complètement. Mais en 1966, il n'y a ni VAR, ni Goal Line Technology, ni ralenti ultra précis. L'arbitre a pris sa décision. Le but est validé. Les Allemands doivent l'accepter même s'ils restent convaincus d'une injustice. Le match reprend. Les Allemands, psychologiquement brisés par ce but controversé, tentent une dernière offensive désespérée. Mais ils sont à bout de force. L'Angleterre gère, fait tourner le ballon, use le temps. 120e minute. Les dernières secondes. Les supporters anglais ont déjà envahi les bords du terrain, prêts à célébrer. Le commentateur de la BBC, Kenneth Wolstenholme, prononce la phrase la plus célèbre de l'histoire de la télévision sportive anglaise. « Some people are on the pitch. They think it's all over. » Des gens sont sur le terrain. Ils pensent que c'est fini. À ce moment précis, Geoff Hurst récupère une longue passe de Bobby Moore. Il est seul face au but allemand. Tous les défenseurs sont montés pour l'offensive finale. Hurst entre dans la surface. Tilkowski sort à sa rencontre. Hurst frappe de toutes ses forces. Le ballon file comme une fusée dans le coin supérieur droit. But. 4-2. Triplé de Geoff Hurst. Wolstenholme termine alors sa phrase légendaire « It is now ». Ça l'est maintenant. C'est terminé. Quelques secondes plus tard, Dienst siffle la fin du match. L'Angleterre est championne du monde. Wembley devient une scène de folie absolue. Les joueurs anglais s'effondrent sur la pelouse, en larmes de joie. Bobby Moore reste debout, digne, essuie ses mains sur son short, il ne veut pas toucher la reine avec des mains sales, puis gravit les escaliers de la tribune royale.
La reine Élisabeth II lui remet le trophée Jules Rimet. Moore le soulève au-dessus de sa tête. Cette image iconique fera le tour du monde. L'Angleterre, après 96 ans d'existence, après avoir inventé le football, est enfin championne du monde. Les supporters envahissent le terrain. Les joueurs sont portés en triomphe. Bobby Charlton pleure à chaudes larmes. Jack Charlton embrasse son frère. Geoff Hurst, auteur d'un triplé historique, le seul de l'histoire des finales de Coupe du Monde, ne réalise pas encore ce qu'il vient d'accomplir. Dans le vestiaire allemand, c'est la désolation. Les joueurs sont effondrés. Beckenbauer, les larmes aux yeux, reste assis, la tête entre les mains. Uwe Seeler console ses coéquipiers. Ils sont convaincus d'avoir été volés sur le but controversé. Cette défaite les hantera toute leur vie. Helmut Schön tente de les réconforter. Vous avez été extraordinaires. Vous n'avez rien à vous reprocher. Nous reviendrons. Les célébrations en Angleterre durent toute la nuit et plusieurs jours. Londres devient une fête géante. Les journaux titrent « They've done it ». Ils l'ont fait. World Champions, champion du monde. Bobby Moore devient un héros national instantané. Geoff Hurst entre dans la légende. Alf Ramsey est anobli par la reine. Mais au-delà de la victoire, cette finale laisse des traces profondes. Le but controversé de Hurst devient l'un des sujets les plus débattus de l'histoire du sport. En Allemagne, on parle de Wembley Tor, le but de Wembley, comme d'une injustice historique. Des générations d'Allemands grandiront en entendant l'histoire de ce ballon qui n'aurait pas franchi la ligne. Des années plus tard, Roger Hunt, l'attaquant anglais qui était le mieux placé pour voir l'action, avouera « Honnêtement, je ne sais toujours pas si le ballon était entré. Je ne me suis jamais retourné pour voir. » Geoff Hurst, lui, restera toute sa vie convaincu que c'était but. Le juge de ligne l'a validé. C'est tout ce qui compte. Tofik Bahramov, le juge de ligne soviétique qui a validé le but, deviendra célèbre dans le monde entier. En Azerbaïdjan, son pays, le stade national portera son nom. Il dira plus tard « J'étais sûr que le ballon avait franchi la ligne. Ma décision était bonne. » Mais les doutes persisteront éternellement. Cette Coupe du Monde 1966 marque aussi un tournant dans l'évolution tactique du football. Le système 4-4-2 sans ailier de Ramsey devient la norme. Le jeu devient plus physique, plus athlétique. L'ère du football romantique à l'ancienne commence à s'estomper. La science, la préparation physique, la tactique prennent le dessus. Le sort de Pelé lors de ce tournoi déclenche également une prise de conscience. Les brutalités qu'il a subies choquent le monde entier. La FIFA décide d'introduire les cartons jaunes et rouges lors de la Coupe du Monde suivante en 1970 pour mieux protéger les joueurs. L'arbitrage devient plus strict. Le football évolue. Pour l'Angleterre, cette victoire reste à ce jour unique. 59 ans plus tard, les Three Lions n'ont jamais réussi à remporter un autre titre majeur. La finale de 1966 reste gravée dans la mémoire collective comme le plus beau jour de l'histoire du football anglais. Chaque génération de joueurs anglais vit sous la pression de cet héritage. Chaque grand tournoi ramène les images de Bobby Moore soulevant le trophée à Wembley. Pour l'Allemagne, cette défaite deviendra une motivation. En 1974, l'Allemagne de l'Ouest remportera la Coupe du Monde à domicile. Beckenbauer, le jeune défenseur de 1966, sera le capitaine triomphant. La revanche sera prise. Mais le souvenir de Wembley ne s'effacera jamais. Les joueurs de cette finale de 1966 sont entrés dans l'immortalité. Bobby Moore, décédé tragiquement en 1993 d'un cancer à 51 ans, reste vénéré en Angleterre. Une statue à son effigie trône devant Wembley. Bobby Charlton est devenu Sir Bobby, une légende vivante du football mondial. Jack Charlton a connu une carrière d'entraîneur brillante, notamment avec l'Irlande. Geoff Hurst a été anobli en 1998. Gordon Banks est considéré comme l'un des plus grands gardiens de tous les temps. Du côté allemand, Franz Beckenbauer est devenu Der Kaiser, l'un des plus grands joueurs et entraîneurs de l'histoire. Il remportera la Coupe du Monde comme joueur en 1974, puis comme sélectionneur en 1990.
Uwe Seeler reste une icône du football allemand. Leur résilience après la défaite de 1966 a forgé la mentalité gagnante du football allemand pour les décennies suivantes. La Coupe du Monde 1966 a aussi marqué l'avènement de la télévision satellite. Pour la première fois, le monde entier a pu assister en direct à un événement sportif planétaire. Plus de 400 millions de téléspectateurs ont suivi la finale. Le football est devenu un spectacle global, un phénomène culturel et commercial sans précédent. Willy, la mascotte, a lancé une tradition qui perdure encore aujourd'hui. Chaque Coupe du Monde a désormais sa mascotte, générant des millions en produits dérivés. Le football est devenu un business gigantesque et 1966 en a posé les bases. L'affaire du vol du trophée Jules Rimet par le chien Pickles est restée dans les annales comme l'une des histoires les plus incroyables du sport. Pickles est mort en 1967, un an après son exploit, mais son nom résonne encore. Le trophée Jules Rimet, lui, a été volé à nouveau en 1983 au Brésil et n'a jamais été retrouvé. Il aurait été fondu pour récupérer l'or. Une réplique existe, mais l'original a disparu à jamais. Cette 8e Coupe du Monde restera dans l'histoire comme l'une des plus controversées, mais aussi l'une des plus passionnantes. Elle a tout eu. Le suspense du vol du trophée, l'élimination choquante du Brésil, l'exploit de la Corée du Nord, les polémiques arbitrales, les brutalités, le scandale Ratin et surtout cette finale épique et contestée qui divise encore aujourd'hui. Le débat sur le but fantôme de Geoff Hurst ne s'éteindra jamais. C'est ce qui rend cette histoire éternelle. Dans les pubs anglais, on vous dira avec fierté que le ballon a franchi la ligne. Dans les Biergarten allemands, on vous jurera le contraire. Et au fond, c'est ça la beauté du football. Ces moments controversés, ces émotions extrêmes, ces histoires qui se transmettent de génération en génération. La Coupe du Monde 1966 a prouvé que le football n'est pas qu'un jeu. C'est de la passion, de la fierté nationale, de l'injustice parfois, de la gloire, de la tragédie. C'est la vie concentrée en 90 minutes, parfois 120. C'est l'histoire qui s'écrit sous nos yeux, avec ses héros et ses victimes, ses moments de grâce et ses polémiques éternelles. L'Angleterre a gagné sa Coupe du Monde. L'Allemagne a perdu avec honneur. Le football a gagné en visibilité mondiale. Et nous, des décennies plus tard, nous continuons à en parler, à analyser chaque action, à nous passionner pour ces 120 minutes qui ont changé l'histoire du sport. Vous avez aimé cette plongée fascinante dans l'histoire de la Coupe du Monde 1966? Alors, n'oubliez pas de vous abonner à Football Archive pour ne manquer aucune de nos histoires légendaires du football. Likez cette vidéo et dites-nous en commentaire, pensez-vous que le ballon de Hurst avait franchi la ligne? Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour découvrir d'autres moments inoubliables du football mondial. À très bientôt sur Football Archive.